Jean-Pierre Ravarin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette nouvelle émission Hexagone que l'on trouve sur l'hémicycle TV. Hexagone, c'est la France. Si je vous dis le mot France, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oh, pour moi, c'est politique. La France est un pays politique. La France est dévorée par la politique, son histoire est turbulente. Et au fond, par rapport à beaucoup d'autres sociétés, la France politise un peu tout. Et à la fois, on n'aime pas trop la politique, surtout aujourd'hui, mais en même temps, tout est politique. Les débats sont politiques. Nous sommes un pays, c'est sans doute Descartes qui l'a voulu, de dialectique. Donc il faut qu'on, pour être utile, pour être efficace, il faut que ça débatte. Il faut qu'il y ait, Et ça débat. en fait, il faut que la diversité, la complexité, tout ce qui est un peu la confrontation puisse s'exprimer. Alors, on va avoir pas mal de sujets là au cours de cette émission. Vous avez été président de région, vous avez été sénateur, vous avez été Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a permis de mieux comprendre la France? Quelle fonction? Je pense que le président de région, c'est assez idéal parce qu'on est à la fois très proche des réalités et en même temps, on peut faire de la stratégie parce qu'on a des contrats de plan, on a des projets de long terme, on n'est pas dévoré par le court terme, comme quelquefois dans une fonction gouvernementale. Moi, j'ai fait un parcours relativement long, mais en général, un ministre, ça dure 2 ans maximum. Et donc, on n'a pas beaucoup le temps de penser à la profondeur, à la durée. Alors que président de région, j'ai été 18 ans dans l'exécutif régional de Poitou-Charentes, ça m'a donné la possibilité de voir un peu la dimension du moyen terme. Beaucoup de nos problèmes ne peuvent se régler que si on a le temps pour ami. Et en fait, très souvent dans la politique française, le temps est un adversaire. Alors, vous abordez un sujet, vous dites, c'est en tant que président de région que j'ai pu appréhender le mieux. On a interdit le cumul des mandats et aujourd'hui le débat se pose, est-ce qu'il ne faut pas réintroduire un petit peu l'autorisation à cumuler des mandats pour que l'homme politique ou la femme politique soit plus proche de nos concitoyens? Quelle est votre conception? Je le crois, il faut absolument revenir sur ce dispositif. En fait, les choses sont assez simples. L'homme ou la femme politique la plus respectée en France, c'est le maire. Or, aujourd'hui, le maire, il est exclu de la fabrique de la loi. Et c'est absurde que celui qui est le plus crédible, qui est le plus proche des gens, qui est là dans les mauvaises nouvelles, qui est là dans les bonnes nouvelles, dans les grands projets, qui est là au cœur même de la société, il n'a pas le droit de siéger aujourd'hui à l'Assemblée, au Sénat. Donc je crois qu'il faut que le maire revienne dans la fabrique de la loi. Parce qu'aujourd'hui, le risque majeur, c'est d'avoir 2 classes politiques, une classe nationale et une classe locale, qui sont au départ déconnectées et ensuite en rivalité. Et donc c'est pour l'unité du pays, pour la cohérence du pays, c'est très important que le maire revienne dans ce rôle qui est médiateur, qui est pivot dans la République. Est-ce que les esprits sont mûrs pour ça, pour revenir au cumul des mandats, à un certain cumul des mandats? Je crois. Il faut pas aller partout sur tous les types de mandats, mais il faut permettre le retour du maire. Je pense qu'il faut valoriser la fonction de maire, il faut vraiment faire l'articulation majeure de la société. Vous savez, une société, ça a besoin d'articulation. C'est comme mon bras. Mon bras, il a une articulation ici, il en a une autre là. Et si je veux éviter de me casser le bras, il faut s'appuyer sur les 2 articulations. Eh bien, la République, c'est la même chose. Elle cassera si on n'a pas d'articulation. Et la meilleure des articulations, le meilleur médiateur, c'est le maire. Est-ce que vous pensez aussi, puisque vous avez été un grand réformateur pour la décentralisation, qu'il faudrait aussi aller plus loin aujourd'hui? Je pense. C'était il y a 20 ans que vous avez fait cette réforme. Vous avez transféré un certain nombre de pouvoirs au département. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont figées? Est-ce qu'il faut continuer? Il faut continuer. Je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation de verticalité de plus en plus importante. On voit bien que tout se discute maintenant, notamment parce qu'il y a des crises dans la sphère présidentielle et qu'on voit bien que tout devient très vertical. Certains disent jupitérien. Et donc, tout ceci est assez dangereux parce qu'au fond, l'État peut mourir de congestion cérébrale. Il peut mourir parce qu'en son sommet, il y a un moment, le sang ne circule pas assez. Et c'est, je crois, un point très important, et on le voit aujourd'hui, pour ne serait-ce que l'émergence des élites. Il y a beaucoup d'élites aujourd'hui dans les territoires qu'il faut qu'ils puissent avoir accès à la République et à ses différentes responsabilités. Et puis, il y a aussi cette crédibilité aujourd'hui, la légitimité. Plus personne n'accepte l'autorité de quelqu'un si cette autorité n'est pas légitime. Et la légitimité, elle se gagne auprès des gens, dans la vie concrète, dans la vie réelle. Et donc, il faut ouvrir le dispositif de responsabilité. Je vois
fois qu'on a modifié Pôle emploi pour en faire encore un projet encore plus étatique, on a donné des moyens aux régions et aux départements pour mener ces actions. Donnons la responsabilité de l'emploi aux collectivités territoriales. Alors, je voulais aborder ces sujets un petit peu plus tard, mais puisque vous en parlez, vous parlez de Pôle emploi qui devient France Travail. Vous avez félicité les premiers pas de Gabriel Attal, mais qu'en est-il de ces mesures sociales qui semblent assez dures, justement, pour les demandeurs d'emploi, qui visent particulièrement les seniors et les plus précaires? Je pense que, grosso modo, dans notre pays, le coût de la fonction sociale est trop important. Et il est par rapport aux autres applications, par rapport à ce que doit être la recherche, par rapport à ce qu'est l'éducation, par rapport à ce que sont un certain nombre de priorités du pays, l'ensemble du dispositif social coûte très cher et très lourd. Et donc, je pense qu'il faut faire des économies. Et sur l'emploi, je crois qu'en effet, il était nécessaire de responsabiliser davantage les gens et de faire des économies collectives sur ce sujet. Alors, naturellement, il faut aider à la formation. Il faut éviter que les gens, finalement, soient payés sans avoir un effort à faire pour se réintégrer. L'effort qui doit être fait par la société et l'État et l'effort qui doit être fait par la personne. Le meilleur moyen, c'est la formation. Donc là, il faut avancer sur ces sujets-là. Et donc, je pense que ces réformes ont été utiles. D'une manière générale, il faut qu'on s'habitue, c'est un peu la caractéristique de la société française. Quand je dis que c'est une société politique, on voit bien que l'État, il suffit de regarder la télévision tous les soirs, il y a des manifestations d'agriculteurs, il faut faire plus avec l'État, il y a des inondations, il faut faire plus avec l'État. Il faut toujours faire plus avec l'État. En même temps, vous avez eu une phrase un peu dure, vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue social en France. Vous avez, je vous cite, « La brutalité dans un pays de cristal, ça fait beaucoup de casse ». Absolument. Donc alors, là, vous êtes quand même sévère avec les dirigeants. Je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'articulation sociale, on voit bien que les syndicats, par une élection qui est peu légitime, parce que tout ça date de 1945, les syndicats n'ont pas la force qu'ils devraient avoir. Ils n'ont de la force que dans la protestation, ils n'ont de la force que dans la manifestation. Mais dans le quotidien, on voit bien qu'il y a des taux de participation électoraux qui sont très très faibles. Et donc il faut faire en sorte qu'on rénove notre démocratie sociale. Notre démocratie sociale... Alors comment le fait-on? Comment la rénove-t-on? On le fait par des élections ouvertes, par exemple. Que les gens et les uns et les autres. Maintenant, aujourd'hui, il faut avoir été un bon résistant en 1945, et encore tout ça peut se discuter, pour avoir droit à être candidat aux élections. C'est quelque chose de quand même un peu archaïque. Il faut laisser les femmes et les hommes qui ont envie d'être candidats à des fonctions sociales pouvoir dans des élections très ouvertes. Et donc, on doit avoir une démocratie qui n'est pas figée en quelques organisations plus que centenaires, qui sont des organisations qui, aujourd'hui, n'ont pas une vraie légitimité aux yeux des citoyens, si ce n'est qu'ils sont la boîte de résonance quand il y a une contestation, quand il y a une protestation. Notre démocratie sociale n'est pas vivante, n'est pas dynamique, n'est pas irriguée. Et donc je crois qu'il nous faut, par exemple, donner beaucoup plus de responsabilité aux forces sociales sur le plan local et régional. Aujourd'hui, tous les syndicats sont très centralisés. Ils sont centralisés comme l'État. Ils font partie de cette dialectique politique de la France où syndicats et politiques se reconnaissent, se parlent depuis 10-15 ans dans leur propre carrière, et il n'y a pas des forces régionales qui feraient que la CGT de Midi-Pyrénées ne ressemblerait pas forcément à la CGT de l'Alsace. De même que la CFDT peut avoir aussi ses variantes. Il faut donner du pouvoir local, y compris à la démocratie sociale. Puisque vous parlez d'élections, je vais vous parler d'autres élections. Je vous parle des élections européennes, du scrutin du 9 juin. Est-ce que vous êtes inquiet de la montée des populismes partout en Europe et particulièrement en France? Vous êtes, pardon, je vous interromps, vous êtes un Européen convaincu. Toute votre vie politique, vous avez défendu l'idée européenne. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous défendiez? Est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir sur la construction européenne? De toute façon, on n'a pas le choix. Nous sommes dans un monde où les hyperpuissances ont repris finalement la gouvernance mondiale entre leurs mains. Et donc, si l'Europe n'est pas une puissance, l'Europe sera un spectateur de l'histoire. Et donc, nous, le grand enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter de sortir de l'histoire. Et on peut sortir de l'histoire, par exemple, dans cette tension qui gouverne le monde aujourd'hui, qui est la tension entre la Chine et les États-Unis. Si ça se termine dans une guerre, je vais vous parler de la Chine bientôt. Ça se terminera dans une guerre et on sera éliminé. Mais ça peut aussi se mettre d'accord.
Ils peuvent très bien se mettre d'accord sur notre dos. Et là aussi, on peut être perdant. Dans les deux cas de figure, on a des problèmes sérieux. Et donc, je crois que l'Europe, aujourd'hui, il faut la défendre parce que nous sommes dans un monde qui est redevenu, non pas un monde qui cherche la globalité, mais un monde qui cherche la puissance. Et donc, il faut de la puissance. On avait fait le choix du marché. Mais le marché n'est pas une puissance suffisante. Il faudra faire le sujet le plus important aujourd'hui devant nous, c'est la défense européenne. Et ça, c'est un choix politique majeur. Hélas, la guerre en Ukraine aujourd'hui est en train de troubler ce jeu. Je vais vous en parler aussi. La guerre en Ukraine, au fond, on voit très bien que le peuple ukrainien est tragiquement la première victime de cette agression russe, mais la deuxième victime, c'est l'Union européenne, parce que cette guerre en Ukraine injecte dans l'Union européenne le virus de la division. Plus vous êtes proche de la Russie, plus vous avez peur de la guerre et plus vous appelez les Américains. Et vous entrez dans l'OTAN comme l'ont fait les Suédois. Alors, juste, je voudrais que vous répondiez à la question précédente et on reviendra à l'Ukraine. Est-ce que vous êtes inquiet par la montée des populismes? Bien sûr que je suis inquiet par la montée des populismes. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que c'est que le populisme? Le populisme, c'est le contraire du démocrate qui cherche à rassembler. Le populisme cherche à radicaliser. Et donc, on voit bien avec Trump, l'objectif n'est pas d'avoir 51%, l'objectif est d'avoir un petit nombre de gens, mais très actifs, très puissants, des gens qui sont capables de prendre le Capitole de force, des gens qui sont capables de croire que l'eau de Javel est un bon médicament contre le Covid. Donc, ce sont des gens qu'on radicalise, qu'on brutalise, et qui terminent finalement par penser que le compromis, que la négociation, que l'accord, au total, que la politique n'a pas d'efficacité. Et ces gens-là deviennent contre la représentativité, deviennent contre, en fait, la politique, plus exactement, la démocratie. Donc le populisme, il est très très dangereux parce qu'il porte ces idées-là, qui est la négation de la politique. Et qu'est-ce que la négation de la politique? La négation de la politique, c'est la violence. Et on voit aujourd'hui que la violence et la guerre, en fait, sont des sœurs jumelles. Et dans nos sociétés, quand on voit cette banalisation de la violence, en France, mais partout ailleurs, les gens ne pensent plus que quand on est en désaccord, que c'est la discussion, que c'est le compromis qui va nous permettre... Non, ils vont à l'affrontement. Et cet affrontement-là, on voit bien que ça prépare les esprits, au fond, à la disparition de l'autre, et c'est un esprit, entre guillemets, guerrier qui s'installe. Donc c'est très inquiétant de voir le populisme qui, dans cette période où la guerre est menaçante, de voir que le populisme prépare les populations à l'acceptabilité de la guerre. Est-ce que vous faites une différence entre ce qu'a été le Front National et ce qu'est le Rassemblement National ? Pas fondamentalement. La même chose, c'est cette approche de radicalisation. Et donc, je vois bien qu'en ce moment, pour des raisons électorales, le profil des responsables du RN, c'est d'être un peu policé, et donc cherchant un peu les consensus plutôt que les affrontements. Mais on voit bien que par derrière, cette mécanique d'organisation, cette mécanique aujourd'hui politique de déconstruction un peu de l'idée démocrate, c'est quelque chose qui est très menaçant. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'au fond, c'est cette cohérence de la violence dans nos sociétés qui s'installe. Et ça débouche sur les guerres. Comment vous avez interprété les propos du président de la République sur l'Ukraine, avec la possibilité d'envoyer des troupes si jamais la ligne rouge était franchie? Je crois qu'il faut parler le moins possible de ces choses-là aujourd'hui dans le débat politique. Il ne faut surtout pas faire des tensions internationales un sujet de débat public avec des déclarations et quelquefois, ici ou là, un certain nombre de bavardages. C'est très dangereux. Je pense que le président a raison d'alerter sur la gravité de la situation. Il a raison de dire que nous sommes menacés par cette guerre. Et donc cette guerre impose de notre part et impose à l'Europe un sursaut. Donc le président a raison de ce point de vue-là. Mais toute issue ne se fait qu'à un moment ou à un autre par une négociation, par une discussion, par une approche entre les différentes parties. Et les Ukrainiens ont raison de dire qu'il faut d'abord constituer le rapport de force. Le rapport de force pour nous, si on doit avoir une négociation ou une confrontation avec la Russie, c'est un rapport de force qui nous impose un accord avec les Allemands, un accord avec les Américains, un accord avec les Anglais. Et donc ce dispositif-là, il est un dispositif de négociation, de diplomatie. C'est un dispositif qui doit être confidentiel, secret, jusqu'à temps qu'on construise ce rapport de force. Ce n'est pas la peine d'alerter nos adversaires sur nos stratégies. Donc le conflit ne peut prendre fin qu'avec de la négociation. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Pour le moment, nous sommes dans une situation où la victoire militaire de l'Ukraine est quelque chose qui est assez improbable. Mais la victoire politique de Poutine, quelque chose d'impossible pour nous.
Donc d'un côté, il y a quelque chose qui est improbable, de l'autre côté, quelque chose qui est impossible. Donc nous sommes dans une impasse. Donc il faut pouvoir en sortir. Il faut en sortir surtout en ne lâchant pas sur la solidarité avec l'Ukraine, bien sûr. Donc de ce point de vue-là, c'est important de dire qu'on est capable de soutenir l'Ukraine. L'accord de sécurité signé par le président de la République avec l'Ukraine le 16 février dernier ne nous engage-t-il pas plus loin ? Il nous engage à soutenir l'Ukraine jusqu'à une issue positive. Donc c'est clair que nous pouvons être à un moment ou à un autre, en fonction des attitudes de la Russie, en situation où nous serions davantage impliqués que nous le sommes maintenant. Et donc c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement dangereux. C'est pour ça que le moins de bavardage n'est pas utile. Vous avez été nommé en 2018 représentant français pour la Chine. D'où vient cet atavisme pour ce pays qui parfois nous fait peur ? Ça fait plus de 50 ans que je vais en Chine. Je m'y suis intéressé très jeune quand j'étais étudiant. Je m'intéresse à la civilisation. Je n'aime pas le régime politique. Je ne suis pas communiste, je n'ai jamais été, je ne le serai jamais. Donc je vois bien qu'il y a des différences très importantes. Mais... Vous avez même reçu, si je ne me trompe, la médaille de l'amitié des oui, mains même de Xi Jinping. Oui. Mais vous savez, j'ai plus de 60 médailles. Quand vous êtes Premier ministre, vous êtes décoré de tous les pays. Donc je suis décoré, en effet, partout. Mais j'ai été décoré de régime totalitaire et de régime démocratique. Tout Premier ministre et le président, c'est encore pire. On a des collections de médailles qui sont très importantes. Donc je vois bien que toute la malice qu'on veut... d'importance avec celle-ci. Écoutez, combien de médailles on a distribuées à des visiteurs étrangers sans forcément savoir quels étaient leurs engagements. Donc ça, c'est de la politique politicienne. Pour moi, le fond de l'affaire, c'est que la Chine est une force considérable. Chirac disait toujours, ils sont aussi intelligents que nous, mais ils travaillent 2 fois plus. Et comme ils sont 1,4 milliard, il faut quand même tenir compte de ce qu'ils sont. Donc ce qui est un peu gênant aujourd'hui, c'est qu'on connaît très mal la Chine. Nos présidents... Vous dites aussi que les politiques français ne connaissent pas la Chine. Mais bien sûr, nos présidents, les 3 derniers présidents n'étaient pas des connaisseurs de la Chine. Pour la plupart d'entre eux, ils n'y étaient pas allés avant d'être présidents. Donc ils sont tous allés aux États-Unis, ils connaissent tous la moitié du monde, mais de l'autre côté... Et vous dites que le premier déplacement d'un président de la République devrait être la Chine et non plus l'Allemagne, comme c'est la tradition. Bien avant. Non, qu'on fasse symboliquement l'Allemagne, c'est sans doute c'est notre honneur d'avoir surmonté la honte de la Seconde Guerre mondiale et d'avoir fait la paix. Justement, les Chinois et les Japonais n'ont pas eu cette force que nous avons eue de construire la paix entre nous. Donc je pense que c'est un signal fort pour un nouveau président. Mais il faut aller en Chine bien avant d'être président. Il faut s'intéresser à cette civilisation. C'est pas la Chine, il ne faut pas la réduire à Xi Jinping, à Mao Tse-tung, à des épisodes de leur histoire avec lesquels nous sommes en profond désaccord. On la réduit plutôt maintenant à une industrialisation de masse. Et comment résiste-t-on à ça? On le voit, c'était un grand sujet là, pour les élections européennes de débat. Mais c'est la règle du monde aujourd'hui. C'est la même chose avec les États-Unis, au fond. Ils viennent de décider de protéger leur industrie au point qu'avec le dollar, ils peuvent nous imposer leurs lois, l'extraterritorialité de leurs lois. Vous n'êtes pas américain, mais vous devez respecter la loi américaine parce que vous utilisez le dollar. Donc on est dans des situations internationales où tout le monde joue avec le rapport de force. Donc il ne faut pas être naïf. Les Chinois, naturellement, défendent les intérêts de la Chine. Et naturellement, ils cherchent à se développer. Donc il faut qu'on construise un certain nombre de barrières, un certain nombre de protections, mais en même temps, il faut que des coopérations. C'est pour ça que l'Europe dit coopération, compétition et rival systémique, rival politique évidemment, parce que dans le monde, on ne propose pas le même modèle. Donc il est clair que nous avons des rivalités avec la Chine. Donc moi je suis la diplomatie française. C'est une diplomatie qui se veut ouverte à la coopération, mais complètement lucide sur nos désaccords et sur notamment les désaccords politiques. Est-ce que vous arrivez à parler de ces désaccords politiques, et notamment j'en reviens à l'Ukraine, puisque la Chine est plus proche des Russes que de l'Ukraine et de nous. Est-ce que vous arrivez à aborder ces sujets avec eux? Est-ce que vous faites une diplomatie parallèle? Non. D'abord, je suis complètement connecté et avec le président de la République et avec le Quai d'Orsay, donc je ne fais les choses qu'avec l'accord de l'ambassadeur et à leur demande. Donc simplement, on essaie de comprendre, on essaie d'avoir un certain nombre d'informations qui nous permettent d'anticiper les stratégies, car tout le problème est d'anticiper les stratégies. Et donc, tout comme eux, ils observent toutes les sociétés occidentales, nous observons la société chinoise pour essayer de voir où elle peut aller et dans quel cas on va pouvoir avoir des accords. Vous savez, la Chine, 1,4 milliard, c'est tellement compliqué que c'est paradoxal en permanence. À la fois, c'est un pays très centralisé, c'est la loi du parti qui s'impose partout, mais c'est un pays qui donne très centralisé par le parti, mais très décentralisé par le pouvoir aux provinces.
quelquefois les provinces chinoises ont plus d'importance que certaines provinces européennes. Donc il y a dans ce pays beaucoup de paradoxes et donc il faut toujours avoir un esprit de discernement. D'accord, nous avons des sujets sur lesquels nous sommes en désaccord profond. Et sur des sujets importants de grande diplomatie. De nos valeurs et de diplomatie. Mais on a aussi un certain nombre de besoins, puisque il n'y a pas de grande entreprise française, il n'y a pas d'entreprise mondiale française qui ne soit pas en Chine. Et tous nos plus grands groupes, aujourd'hui, font des affaires en Chine et se développent en Chine. Si on a des groupes internationaux, c'est parce qu'ils sont en Chine et aux États-Unis. Et donc la stratégie de la diplomatie française, c'est de permettre aux entreprises qui sont aux États-Unis de réussir aux États-Unis et qui sont en Chine de réussir en Chine. Et de surtout pas de les mettre devant un choix qu'ils doivent faire. Ce n'est pas aux entreprises, c'est là où la société politique française ne laisse pas assez de place à la société civile. Il faut laisser quand même une place importante à la société civile et les entreprises françaises doivent pouvoir travailler dans les pays qui correspondent certes à leurs valeurs, mais aussi à leurs intérêts. Je vais revenir 3 minutes à l'Hexagone, à notre pays. Vous pensez qu'il y aura, après Macron, que vous avez soutenu, après le président de la République, le macronisme continuera à exister? Ou est-ce que le régime des partis reprendra son droit? Je crois que le clivage droite-gauche existe toujours. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, il se manifestera, je crois, assez clairement. Mais je pense qu'il y a, vis-à-vis du macronisme, pour l'avenir, sans doute quelque chose qui ressemblera à un oui-mais. C'est-à-dire qu'il y a des choses positives dans le macronisme, il y a des choses qui sont moins positives. Un oui-mais ou un en même temps? Plutôt un oui-mais. Je vois plus des positions un peu comme a été Giscard vis-à-vis du gaullisme de l'époque. C'était oui, mais oui la continuité, mais la modernité. Eh bien, ce sera à peu près la même chose, je crois, pour l'avenir. Il y aura des reconnaissances vis-à-vis de ce qu'a fait Macron dans des périodes extrêmement difficiles. Personne n'avait connu des choses comme le Covid, par exemple, des pandémies. C'était quand même Il y a eu les attentats. Chaque président a eu son lot, une crise financière sous Nicolas Sarkozy. Quand même, je crois qu'on a les crises qu'a eu Macron sont des crises particulièrement difficiles. Quand vous ne savez pas si les écoles seront ouvertes la semaine prochaine, c'est quand même une crise d'une rare importance. Heureusement que c'est plutôt rare. Mais je pense que de toute façon, il y aura une part de continuité et une part de changement. C'est ça la complexité française. C'est ça le paradoxe français. C'est ça la politique française. Quand vous traversez la société française, vous vous rendez compte qu'il y a toujours une part de chez nous qui est cerveau gauche et cerveau droit. Il y a toujours cette volonté. Alors de temps en temps, le cerveau gauche a besoin de débattre avec le cerveau droit et de créer des conflits. Mais de temps en temps, il faut bien travailler ensemble. Vous aviez été un des fondateurs de l'UMP. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous pourriez avoir un rôle dans la reconstruction des droites ou de l'alliance du centre et des droites? Moi, j'ai pris mes distances quand j'ai quitté mon mandat de sénateur. Je m'étais engagé à ne pas être sénateur après 70 ans. Donc, à 69 ans, j'ai quitté le Sénat. Vous êtes consacré à vos fondations? Je me suis consacré à mes fondations, à ma famille, et aux activités de mon âge. Je prends des bons week-ends. Je fais en sorte que je ne sois pas comme je fus, occupé à 150%. Et donc, c'est une nature qui m'empêche d'avoir un rôle personnel. En revanche, qu'avec Édouard Philippe, je puisse échanger régulièrement pour voir comment on peut construire un avenir, je le fais volontiers, et comme je l'avais fait avec Alain Juppé, il faut essayer d'aider un peu en apportant des analyses, une expérience à ceux qui ont l'âge et ont la capacité, la volonté et le talent. Vous dites qui ont l'âge. Ça veut dire que d'autres n'auraient pas l'âge, que certains seraient trop jeunes. On entend dire que Gabriel Attal pourrait avoir cette ambition pour 2027. Moi, je le trouve particulièrement doué. Et que pour son âge, il m'épate. Ça, c'est vrai. Mais sur le fond des choses, je pense que l'expérience est un élément très important. Il faut avoir enduré beaucoup de situations, senti beaucoup de choses, surtout que un des faits nouveaux aujourd'hui, c'est la pénétration de la politique étrangère dans la politique nationale. Et donc les choses deviennent encore plus complexes qu'elles n'étaient. Donc il n'a pas cette expérience-là. Il peut l'acquérir à Matignon, il va très vite. Donc je ne peux pas me prononcer sur sa capacité le moment venu. Mais parce que je remarque qu'aujourd'hui, quand même, il est plutôt dans la catégorie des Formule 1. Mais votre candidat, c'est Édouard Philippe pour 2027. Mais aujourd'hui, quand je regarde les choses, celui qui a la bonne expérience, les bonnes visions, le bon équilibre, qui n'est pas dévoré par la politique, qui reste, qui a toujours cette part de société civile en lui, je crois que c'est très important. La place de la société civile. Vous voyez, votre première question, c'est la France. La France, elle est
politique, et d'une certaine manière, elle est trop politique, elle ne laisse pas assez de place à la société civile. Elle ne laisse pas assez de place aux jeunes aujourd'hui qui choisissent la Pourtant, planète. là, il y a beaucoup de ministres issus de la société civile. Oui, mais il faut qu'ils puissent Et exister. à qui on reproche justement de ne pas être suffisamment politique. On leur reproche de ne pas être suffisamment existant sur le terrain politique. Mais c'est parce que la politique, ce n'est pas simplement l'adhésion à un parti, c'est aussi une capacité de marquer la société par des idées, par des projets, par un certain nombre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a quelquefois des anonymes au gouvernement. Et donc ça, ce n'est pas très utile pour une équipe gouvernementale. Mais sur le fond des choses aujourd'hui, quand vous regardez un fait nouveau, quand j'ai commencé la politique, la planète n'était pas un objet politique. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier sont d'accord pour dire que la planète, c'est la seule façon que nous avons de sauver l'humanité. Oui, et donc, comme préoccupation la et donc les jeunes écologique. Chinois, les jeunes Américains, les jeunes Français, ils sont d'accord sur ces sujets. Donc il faudrait valoriser ce consensus. On a besoin pour éviter les guerres de consensus. La planète pourrait faire un consensus. Mais est-ce que les jeunes ont suffisamment la parole? Est-ce qu'ils sont suffisamment associés dans nos sociétés? Est-ce que les femmes sont suffisamment associées dans notre société? Est-ce qu'un certain nombre de couches de la société sont suffisamment présentes dans notre société pour pouvoir avoir une participation qui donne, je dirais, une autre dimension que la seule dimension politique. Certes, beaucoup de choses sont politiques, mais il ne faut pas que la politique dévore toute la société. Il faut qu'on puisse avoir des idées, des créations, il faut que l'art puisse s'exprimer, il faut trouver, à côté de la politique, l'humanité. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous. Merci d'être venu sur Hexagone. À bientôt. Merci de votre accueil.